l'impact en fait de ce modèle sur la distribution et voir comment en fait ces marques-là peuvent être un atout pour la distribution en magasin bio. Est-ce qu'on l'entend assez bien? Ouais, c'est bon. Et donc, je refais ou vous avez entendu? C'est bon. Donc je vous ai trouvé 2 magnifiques spécimens, j'ai chassé très longtemps. Donc Cyril Logofic de la marque de cosmétiques Endro et Cyril Neves de la marque de détergence Les Petits Bidons, qui sont des DNVB. Est-ce que vous savez, est-ce que à main levée comme ça, vous pouvez dire si vous savez ce que c'est une DNVB? Enfin, ceux qui savent ce que c'est une DNVB peuvent lever la main ou pas du tout. 2, 1, top. Donc une DNVB, c'est un acronyme magnifique pour dire Digital Native Vertical Brand. Ça veut dire que c'est une marque nativement digitale. Donc ça veut dire qu'il est né directement. Sa première relation avec ses consos, ça a été via le digital, donc via le e-commerce. Et vertical, ça veut dire qu'elle est sur un univers de produits ciblé. C'est-à-dire, voilà, on ne fait pas 50 univers, même si ça peut donner lieu derrière à des diffusions. Et du coup, ce modèle, ça a été théorisé. Donc, vous pourrez regarder sur Google un DNVB. Il y a des, c'est un concept de marque qui s'est beaucoup développé. J'avais une super liste avec le slip français, avec Respire, avec les petits bidons, avec Endro, avec voilà. Après, il y a la DNVB, c'est un continuum. Donc, ça veut dire que certaines sont complètement DNVB, certaines sont un peu DNVB. L'Amazona, par certains aspects, est une DNVB. Souvent, vous voyez à la télé des pubs pour les matelas. Il y a beaucoup de matelas. Teddy Bear, tout ça qui sont en DNVB. Donc c'est des marques qui se créent une compétence forte sur un produit qu'elles vont incarner complètement et qu'elles vont distribuer elles-mêmes directement à leurs consos. Et du coup, ça peut sembler antagoniste avec une distribution en magasin parce que le concept de base de la DNVB, c'est qu'en fait, elle est distribuée directement aux consos sans passer par le magasin. Sauf que, en vérité, la distribution retail, donc en magasin, c'est très généralement l'étape 2 du modèle, surtout en Europe où le marché se structure un peu plus comme ça. Aux US, a priori, elles peuvent quand même atteindre des très gros volumes en fait, en vendant directement à leurs consos. En Europe, c'est un peu différent. Donc l'étape 2, c'est le retail. Et du coup, on va essayer d'en apprendre un peu plus sur ce modèle en comprenant l'identité et l'histoire d'Endro et des petits bidons. Cyril, est-ce que tu es chaud pour démarrer? Qu'est-ce que les petits bidons? Voilà, et après en quoi tu penses être une DNVB ou pas, et en quoi est-ce que tu ne penses pas être une DNVB? Carrément. Bonjour tout le monde, je suis le fondateur des Petits Bidons. Les Petits Bidons, c'est une marque de produits ménagers d'origine naturelle et efficace qui a été lancée il y a un peu moins de 3 ans. Et effectivement, comme tu le disais, on a commencé sur une distribution 100% en ligne. Pourquoi? En fait, déjà pour des questions de facilité, pour se faire connaître, toute notre communication elle a été réalisée sur les réseaux sociaux dans un premier temps, donc essentiellement sur Instagram et Facebook. Et on a créé cette marque pour justement casser les codes de ce qui existait sur les produits ménagers donc à l'époque conventionnels, notamment en termes de pédagogie, de discours, d'informations sur les ingrédients qui ne sont pas disponibles sur les produits ménagers classiques. Et donc du coup, c'était le meilleur moyen pour aller parler directement aux consommateurs et de voir aussi si on n'était pas les seuls finalement à se dire que ça manquait un peu de transparence et qu'on pouvait faire mieux. Donc on a commencé à travailler le développement de la marque sur le digital avec notre propre site où on a d'abord proposé des formules en e-shop classique et en abonnement aussi dès le démarrage, ce qui était hyper intéressant pour nous parce que ça nous permettait de répondre à un besoin conso parce que finalement le besoin de lessive il est très régulier, donc ça nous permettait de répondre à cette simplicité de vie de recevoir directement chez soi sa lessive. Et la deuxième chose, en tant que petite marque, ça nous permettait aussi d'avoir une vision plus fine de la prévision des ventes et donc du coup de pouvoir construire un modèle plus sain et plus durable. Donc voilà, et petit à petit en fait on a été contacté par pas mal de points de vente et c'est comme ça qu'en fait on a commencé à mettre la main sur ce nouveau canal là et à devenir ce qu'on appelle aussi une OMVB. Donc du coup plutôt omnicanal dans la démarche et du coup de travailler à la fois un site internet et des points de vente. Voilà grosso modo. Bonjour à tous, moi c'est Boris Logofic du coup, je suis le fondateur de la société Endro Cosmétiques. L'idée de départ c'est de faire des cosmétiques dans des bocaux qui soient réutilisables, consignables aussi, avec des produits qui soient sains, simples, avec le moins d'ingrédients possible et donc toujours dans une démarche orientée zéro déchet, un peu comme le fait
Cyril aussi avec les petits bidons. Nous, on a 2 ans d'existence, un peu plus de 2 ans. On a démarré sur Ulule. Je ne sais pas si vous connaissez Ulule, tout le monde ? Ouais. Donc, financement participatif, ça permet tout simplement de tester un projet au départ, de voir si ça fonctionne bien, de voir s'il y a un marché, de comprendre si notre produit peut correspondre à une clientèle, à un besoin tout simplement. Donc nous, l'histoire elle est très simple, hein. Moi j'ai lancé Endro avec Marion qui est mon associé et ma compagne, qui cherchait un déodorant qui soit efficace, simple, dans un format 0 déchet qu'il ne trouvait pas forcément. Elle a commencé à le faire pour elle et elle s'est rendue compte qu'en l'offrant à sa famille, à ses amis, les personnes ne le refaisaient pas. Parce que pas envie, pas le temps, pas les compétences, un peu peur aussi au départ de mettre des choses qu'on ne connaît pas sur soi. Donc on s'est dit qu'il y avait un marché. Et à ce moment-là, on n'y connaissait rien en cosmétique et rien en entrepreneuriat, donc c'était pas gagné. Mais on a su s'entourer et on a monté notre laboratoire du coup en Bretagne. Nous, on est bretons d'origine. Et depuis maintenant, l'histoire, ça fait 2 ans. Donc on a commencé par des déodorants, maintenant on a élargi avec des dentifrices, des crèmes, des shampoings, des gommages et des huiles. Donc au fur et à mesure, on a développé la gamme et on est une DNVB dans le sens où on est né vraiment sur le digital. C'est-à-dire que le premier mois, on a vendu 1500 déodorants juste avec une vidéo et sans produit que les gens ne voient pas, juste avec un projet. Nous, 1500 déodorants, c'est rien par rapport à ce qu'ont fait certains. Donc c'est bien ça qu'il faut bien se mettre en tête. Certains qui sont là, je pense à Respire par exemple, qui a vendu 20 000 déodorants quasiment sur sa premier mois de campagne. Donc ça permet de lancer des gammes. Et tout ça, en fait, aussi, ça permet de tout simplement se payer la première production. C'est-à-dire que c'est de l'argent que les gens avancent au départ et qui nous permet tout simplement de faire la première production. Donc nous aujourd'hui on est aussi multi-canal dans le sens où on travaille beaucoup le retail. On a un peu plus de 2500 magasins maintenant bio, vrac qui distribuent les produits et aussi le e-commerce qui est en fait un pont entre les deux. Donc il faut bien voir ça, on en discutera je pense après. Mais travailler le e-commerce et aujourd'hui le retail, c'est des points qui peuvent être complètement complémentaires. Et aujourd'hui, nous, on est une équipe de 35 personnes donc, à Lannion. Et on est fabricant et on gère la logistique aussi. Donc on est en direct sur le e-commerce, on est vraiment en direct avec nos consommateurs. Eh ben, merci, et merci à la technique qui nous a ressorti une liste de logos longuement travaillés. Donc ça, c'est une liste de marques qu'on peut qualifier en partie au moins de DNVB. Donc je vous propose de réagir sur certaines d'entre elles, notamment qu'est-ce qu'elles font de bien et qu'est-ce qu'elles font de typiquement DNVB d'après vous, pour vous donner un petit peu de vue d'ensemble. Bon, je vais aller assez loin, hein. On a une marque, on va dire la plus grosse que je connaisse, je pense que c'est Kylie, qui est une marque de cosmétiques américaine qui doit faire 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc même si Boris et Cyril sont allés très très vite, il y en a qui sont allés encore immensément plus vite. Et on voit aussi en très grosses DNVB françaises. Je pense que Feed, le slip français sont clairement des références, Respire également. Voilà. Et après il y a des choses plus petites ou des choses plus sectorisées, plus propres à notre réseau bio vrac. Donc voilà, des gens qu'on aime bien comme Plim ou l'Amazona, comme avant aussi qui est présent sur ce réseau. Donc Cyril par exemple, si tu dois picorer un peu dans cette liste de logos, quelles sont les marques qui peuvent te sembler particulièrement DNVB et particulièrement inspirantes, particulièrement à regarder pour les gens qui sont ici, parce que le but c'est qu'on partage un peu ce bench et cette analyse de marché qu'on fait pour que vous, à notre avis en tout cas, vous regardiez des choses intéressantes pour soit vos marques, soit vos points de vente. Il y en a pas mal, en fait, c'est effectivement toutes des marques qui sont nées sur le digital. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est quand il y a vraiment, si on veut vraiment voir la partie verticale, là, il y en a qui sont vraiment lancés, par exemple, comme Teddy Bear, où ils ont commencé avec des matelas, ils sont restés sur l'univers de la literie, ils ont commencé en ligne avec tous les codes d'une DNVB, c'est-à-dire qu'ils maîtrisaient à la fois la partie communication digitale et vente directement sur leur site. La partie production, du coup, ils étaient vraiment en direct avec le consommateur. Et ce qui est intéressant à voir, et c'est le cas de quasiment toutes ces marques, c'est qu'en fait elles ont toutes commencé pendant plusieurs années sur le digital et que petit à petit il y a deux options. Soit elles ont ouvert des magasins en propre, ce qui est le cas du coup de Teddy Bear ou le slip français, soit elles sont allées dans la distribution et du coup elles l'ont fait de façon progressive, mais en tout cas elles sont à un moment arrivées à diversifier leur réseau de distribution. L'autre point aussi qui est important, c'est le poids des communautés derrière ces marques-là.
C'est un truc qui est hyper important et que toutes ces marques-là revendiquent, c'est-à-dire que derrière une marque, il n'y a pas seulement une équipe et des produits, il y a vraiment des milliers de personnes qui viennent à la fois apporter la caution pour les produits, aider ces marques-là à co-créer les produits, c'est ce qu'on fait souvent chez les petits bidons, et qui du coup aussi sont à la recherche des produits aujourd'hui et du coup on peut témoigner aussi aujourd'hui on a à peu près plus de 100 000 personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux chez les petits bidons, et en fait tous ne sont pas clients sur le site, et très souvent on nous demande quand est-ce que vous arrivez dans tel magasin, et c'est ça qui est intéressant parce qu'en fait on se rend compte que du coup il y a des relais de croissance à aller chercher à partir du moment où on a créé cette notoriété et cette communauté en ligne. Donc c'est des exemples intéressants. Après, il y en a qui sont restés vraiment, à ma connaissance, strictement en ligne. Typologie, par exemple, c'est vraiment une marque qui est restée sur son canal digital à 100% et qui continue à créer ça en prenant de plus en plus les codes des marques de cosmétiques classiques, puisque du coup, ils vont aller notamment sur des médias, ce qu'on appelle offline, donc du métro, du bus, etc., pour vraiment se diversifier. Voilà, grosso modo, je pense que ce qui est intéressant aussi de voir avec ces marques-là, c'est qu'on peut quasiment tout vendre en DNVB. Je prends l'exemple de Poppy. Qui connaît Poppy ici ? C'est du papier toilette, tout simplement. Donc c'est du papier toilette. Ça peut paraître bizarre de vendre du papier toilette en ligne, mais ça répond à une demande de papier recyclé, made in France, à pas mal de choses. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le système d'abonnement aussi, quasiment toutes ces marques-là, beaucoup en tout cas, permettent de faire de l'abonnement, donc de recevoir tous les mois soit des produits, notamment pour de la cosmétique, un peu moins pour tout ce qui est matelas par exemple, mais le fait de recevoir tous les mois aussi des produits quand il y a de la récurrence, c'est quelque chose d'assez spécifique et assez propre au DNVB, donc ça c'est intéressant. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est que sur le principe de DNVB, c'est qu'il n'y a pas forcément de problématiques de croissance dans le sens ou de marché. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de rentrer dans un temps de points de vente pour grandir, etc. Il y a un marché qui est Internet, qui est gigantesque, qui est international et qui fait que grandir. Donc toutes ces marques-là l'ont très bien compris. Et aujourd'hui, ça permet de toucher des personnes en ligne pour ensuite potentiellement aller les retoucher via les magasins, via les retailers ou alors via ses propres magasins comme l'a très bien fait comme avant, par exemple, en cosmétique. Et moi, si je dois attirer votre attention sur une des marques, c'est Nike. Je chambre un peu, je pousse un peu le trait, mais a priori, ils réalisent 50% de leurs chiffres en direct to consumer, alors que c'est pas une DNVB historique, c'est une marque qui a été beaucoup distribuée. Et donc en fait, ce mouvement DNVB ou direct to consumer, c'est quelque chose qu'on observe aussi chez les grandes marques qui souhaitent reprendre leur distribution en main et que à la place d'avoir une distribution, ils préfèrent proposer une expérience de consommation qui soit sans couture. Donc ça, on en reparlera plus tard. Mais à mon sens, c'est une tendance qui est forte et qui impacte en fait les grandes marques parce qu'elles vont se faire soit challenger par des pépites qui poussent sur ce modèle-là parce qu'elles ont capté les codes pour grossir sur quelque chose où elles sont pas, il n'y a pas de concurrence des marques traditionnelles. Soit pour les grandes marques, c'est aussi une opportunité de s'inspirer de ce modèle pour bifurquer, par exemple, une partie de leur activité sur ce modèle-là pour reprendre la main avec les consos, ce qui permet on est dans des phases de marché qui sont assez incertains, et donc du coup, quand on a le feedback conso en direct et qu'on a les stats de vente en direct et on est responsable de l'expérience d'achat de A à Z, on a une capacité à piloter au près plus facilement et à saisir les évolutions du marché. Donc ça, c'est un truc qui est, à mon avis, à regarder. Et après, il y a un autre point, mais vous l'avez sans doute remarqué, c'est que Boris, Cyril, mais également les fondatrices et fondateurs de ces marques-là, c'est des gens qui ont une culture marketing. C'est-à-dire qu'on arrive sur une génération de marques qui sont un peu marketing first, avec des gens qui pensent en fait à leur plateforme de marque dès le début. Sur la slide d'après, on va détailler cette partie-là, mais c'est-à-dire que c'est une culture de marque qui est un peu différente et un type de marque qui est un peu différent, où le marketing est vraiment dès le début quelque chose d'important, alors que traditionnellement, une marque commençait par faire quelques produits, alors un côté producteur ou côté transformateur, commençait à les commercialiser et après se structurait avec du marketing pour commencer à faire des packaging à peu près jolis pour soutenir la marque. Mais là, l'idée, c'est qu'on commence par le marketing, on commence par le concept et ensuite on va acquérir cette capacité d'être producteur, cette capacité de développer l'entreprise.
juste un petit point à rajouter là-dessus. Marketing first, ça veut pas dire que le produit est de moins bonne qualité. Et c'est ça qu'il faut aussi bien prendre en compte. Ça veut pas dire que quand on lance accès marketing, ça veut pas dire qu'on met pas plus ou autant de qualité qu'un produit classique. C'est juste qu'on réfléchit différemment le produit et on réfléchit point de vente, on réfléchit e-commerce, on réfléchit fiche produit et on réfléchit réseaux sociaux avant de le lancer. Mais par contre, sur le produit en lui-même, il est autant, voire mieux que certains produits qui sont lancés de façon très classique. Donc c'est ça qu'il faut... Voilà. C'est pour ça sur Marketing First, j'y crois, mais ça ne veut pas dire produit bâclé, quoi. Est-ce que vous avez peut-être des questions ou des réactions ou des questions sur une de ces marques pour savoir pourquoi est-ce que je l'ai sélectionné? Est-ce que... voilà. Bon, on passe à la slide suivante alors. Bonjour. Une question, c'est comment être compétitif quand on est une DNB, surtout avec la logistique et autant plus quand on commence à avoir des relais dans des magasins retailers. Comment ça... Excuse-moi, comment ça être compétitif? Quand on est en ligne et qu'on commence à vendre sur des magasins, par exemple, en ligne, on a les coûts de logistique. Est-ce qu'on risque pas de se cannibaliser quand on commence à distribuer par des magasins et voilà, grand public? Alors, enfin, offline. Je pense que quand on réfléchit son pricing, plutôt au départ, du coup, il faut réfléchir déjà à la possibilité qu'on vende en e-commerce, mais aussi que potentiellement on peut réfléchir derrière en retail. Ça veut dire qu'il faut incorporer la marge potentiellement du retailer et potentiellement aussi du distributeur. Donc on va avoir tendance à mettre des prix assez hauts au départ pour pouvoir gérer d'autres marges derrière. Après, il ne faut pas penser que le e-commerce est forcément plus rentable que le B2B par exemple, parce qu'il y a des coûts d'acquisition qui sont de plus en plus chers. Donc il faut bien... Au niveau du pricing, c'est vraiment très important de réfléchir à sa stratégie de départ. Est-ce que c'est de l'abonnement? Est-ce que je reste full en e-commerce? Est-ce que derrière, il va falloir que j'intègre une marge à un moment? Donc tout ça, c'est dès le lancement, je pense qu'il faut le réfléchir. Et si je peux permettre un ajout, l'idée c'est quand on crée une DNVB, on va chercher à externaliser pas mal de choses pour pouvoir être scalable. Scalable, c'est scalable, c'est passer à l'échelle. Donc sur la logistique, c'est important d'y penser. Sur le marketing, c'est aussi des choses qui peuvent être externalisées en partie. Sur la distribution aussi, c'est un peu le métier que nous on fait sur la mise en marché de ces marques dans les réseaux bio et alternatifs. Et du coup, l'idée de se constituer un écosystème de partenaires qui vont pouvoir absorber cette croissance à la place de ce qui est cœur dans la marque, c'est important. En fait, ce qui est cœur dans la marque, c'est pas forcément la marketing, je pense que tu as raison, c'est la vision. C'est-à-dire que une marque DNVB, elle a une vision, elle va la défendre, et c'est ça qui est le trait d'union entre tout ce qu'elle fait. Et du coup, c'est ça qui permet c'est ça qui doit rester cœur à la marque. Et par contre, la logistique, une partie par exemple de l'acquisition marketing, le e-commerce ou la distribution, ça peut être aussi externalisé avec des partenaires qui vont absorber cette croissance et on va pas devoir tout faire. Et c'est des messages en fait, hein. C'est plus que le marketing, c'est des vrais messages. Si vous regardez à chaque DNVB là, comme avant, leur principe, c'est 4 ingrédients max dans tous leurs produits. C'est leur vrai message. Si vous regardez le slip français, ils ont mis en avant le fait que le textile était fait en Asie et qu'il fallait revenir en France. Mais c'est un vrai message qui est porté depuis le départ par Guillaume Gibaud notamment. Et il y a des filières qui se créent autour de ces messages-là. L'Amazona, c'est le pionnier du solide. Ils ont commencé le solide il y a 10 ans. Personne n'y croyait au départ. Aujourd'hui, si vous regardez tout ce qui se passe en cosmétique, il n'y a que du solide. Donc c'est des pionniers avec des messages forts qui arrivent sur le marché, et donc c'est ça qu'ils mettent vraiment en avant, je pense, et qui fait que ça touche une cible qui est sensible à ce message-là. Mais c'est ce que permettent ces marques en fait. C'est aussi en étant D2C, c'est de s'adresser directement aux consommateurs et de pouvoir aller parler des différents sujets, de faire de la pédagogie, expliquer aux consommateurs quelle est leur valeur ajoutée. Et en fait, à partir du moment où on a un discours direct aux consommateurs, on se doit d'avoir des engagements très forts derrière et réfléchir en amont de la création de la marque sur effectivement le Made in France, etc. Et c'est ça qui va faire la valeur et c'est ça qui va faire que ça va prendre quand on est une marque née sur le digital. C'est la force qu'on a parce qu'on crée quelque chose autour. Mais par contre, je rejoins ce que tu disais sur le marketing, d'abord ça passe par les engagements et la qualité des produits sur une digital native brand.
parce que en fait on peut pas se permettre, quand on est en direct au consommateur, de faire du bullshit tout simplement. Donc en fait derrière il y a un rationnel qui est très fort et une construction de marque qui est très forte pour que ce soit crédible et que ça fonctionne. Sinon vous pouvez être sûr qu'en très peu de mois ça se termine. Ça monte très vite et ça peut descendre très vite aussi derrière. Est-ce qu'il y a une autre question? Juste une question, c'est est-ce que le fait d'avoir lancé en digital vous a fait évoluer le positionnement ou le concept des produits? Parce que le fait que l'Amazona soit pionnier depuis 10 ans, c'est une chose, mais c'est pas le digital qui les a forcément lancés, c'est le fait qu'ils étaient pionniers sur ce segment-là. Est-ce que le fait de se lancer en digital et le contact direct avec le consommateur vous a fait évoluer ou pas les produits que vous avez lancés? Ah oui, et c'est une chance en fait, c'est que dès le démarrage, quand on lance un produit, en fait au bout de 2 semaines, on a déjà des premiers retours consommateurs sur l'usage, le packaging, la qualité des formules, l'efficacité, et ça nous permet d'être vachement plus agile que la plupart des autres marques ou des grands industriels, c'est-à-dire que assez rapidement on peut corriger le tir, que ce soit en termes de produits, d'usage, même de com, c'est-à-dire qu'on se rend compte très vite en fait de quel est le discours qui marche, quel est celui qui a aussi le plus d'impact, et ça permet de pouvoir créer des entreprises assez rapidement qui vont vraiment toucher exactement la bonne cible et qui vont pouvoir se développer rapidement. Moi, j'ai un exemple. Il y a l'année dernière, à peu près la même période, on avait lancé des shampoings et les premiers retours étaient pas bons, quoi. Mais c'est très vite. Quand les gens font confiance dans tes produits de départ et qu'ils ont envie de consommer sur la même gamme, etc., et que te disent, là vous êtes gentil, mais c'est moins bien. C'est moins bien parce que ça. Et bien en fait, ça permet ça permet tout simplement de reformuler très rapidement, de se repositionner, de relancer. Et de relancer avec un test panel. Les mêmes qui ont dit que c'était moins bien deviennent des super ambassadeurs du produit derrière parce qu'on les a écoutés. Et je pense que tout ce qui fait que les DNVB marchent aujourd'hui, c'est que le retail pendant des années n'a pas écouté ses clients et a réfléchi en fonction de tests panel, mais pas en écoutant vraiment le client final via les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui les DNVB fonctionnent parce qu'il y a des réseaux sociaux, parce qu'on est capable d'avoir en direct des commentaires, des avis, des gens qui envoient des messages. Et c'est beaucoup, on a des gens en interne qui font que répondre aux messages. Donc c'est-à-dire, on va recevoir 50, 100 messages par jour, je pense que c'est la même chose chez toi. Et que ce soit positif, mais que ce soit aussi négatif. Et voilà. Et l'idée, c'est de voir ce qui est vraiment, où il y a vraiment quelque chose à travailler derrière. Et si c'est pas le cas, donner des réponses. Toujours répondre, donner des réponses à pourquoi on a fait ça, comment on a réfléchi. Ils veulent aller plus loin. Ils sont prêts à payer un produit plus cher, mais ils veulent des réponses. Et donc il y a pas mal de choses qu'on a déjà dit, mais je vais vous faire réagir, chers amis, sur ces mots qui peuvent être typiques ou pas des DNVB. Voilà, donc prenez-en un à la volée et puis racontez en quoi celui-là il vous parle, en quoi celui-là c'est plutôt pour vous, mais si vous avez aussi des questions, les amis, n'hésitez pas. Voilà, en quoi ça vous paraît en effet clé? Je pense que c'est Boris qui a dit les DNVB n'existeraient pas sans les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses en ce moment qui n'existeraient pas sans les réseaux sociaux, mais je pense qu'en effet c'est une bonne punchline ça, pour la conférence. Si je prends quelques mots, consumer centric, on s'en est parlé, c'est-à-dire qu'à la base les produits sont très souvent co-créés avec les consommateurs. C'est très souvent aussi, il y a des marques qui le font très bien, notamment une marque de textile qui s'appelle Asphalt et qui va à chaque fois qu'ils lancent un produit, avant même d'avoir pensé au patron du produit, au textile, etc., ils vont interroger toute leur base de consommateurs pour comprendre exactement ce qu'ils veulent et après ils vont développer le produit en série limitée et généralement en fait ils ont une base de consommateurs qui ont tellement été impliqués sur la création du produit qu'in fine ça devient les consommateurs les plus fidèles et les premiers acheteurs en fait. Donc c'est vraiment ça qui est la clé au démarrage pour moi de tout ce qu'on peut créer sur une marque qui est née sur le digital. Consommateurs et communauté qui pour moi sont les deux termes intéressants. Et après ce qui est aussi je trouve quelque chose de fort, c'est la partie storytelling, c'est-à-dire que toutes ces marques-là, elles sont nées avec une histoire très forte d'expérience
du fondateur ou des fondateurs, etc. Nous, par exemple, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé en termes de communication, mais pas parce qu'en fait c'était intéressant de le communiquer, mais parce qu'en fait la marque, elle va vraiment d'une expérience consommateur. Où en fait, j'ai commencé par faire mes lessives maison. Je trouvais ça hyper intéressant, sauf qu'effectivement, tous les mois la refaire, je trouvais ça assez contraignant, et je me disais que je devais sûrement pas être le seul à ne pas avoir le temps pour avoir cette contrainte-là. Et finalement, de fil en aiguille, on s'est dit, est-ce qu'on peut pas faire une lessive propre en France ? Est-ce qu'il n'y a pas un fabricant français qui peut réussir à avoir une formule à la fois naturelle et efficace ? Et ça commence comme ça, mais c'est vraiment né d'une démarche de consommateur et pas d'une démarche de tiens, est-ce que je lancerai pas un business ? Et ça, c'est hyper intéressant dans la vision d'une DNVB, parce que c'est aussi ça qui fait la force et la crédibilité de la marque. Et c'est ça aussi que les consommateurs comprennent, c'est cette honnêteté qu'il y a derrière. Et où du coup les fondateurs peuvent être mis en avant, ça dépend des marques, mais les fondateurs, l'équipe, les coulisses de production, enfin on va vraiment du coup au cœur de toute la partie marque et toute la partie produit, pour qu'en fait les gens se sentent autant impliqués. Et moi, ça me fait une petite anecdote, mais ça me fait toujours marrer quand sur les réseaux sociaux on a des gens de la communauté qui en fait nous appellent par leur prénom et qui connaissent les postes de chacun dans l'entreprise. Alors on a un peu moins, on est 13, mais du coup je trouve ça hyper intéressant de se dire en fait on a vraiment réussi à créer une histoire autour de la marque et à la raconter et du coup à l'incarner et à la faire vivre même en tant que petite boîte. T'as plein d'autres mots. Ouais, il y a plein d'autres mots, mais peut-être quelque chose d'un peu plus concret. Facebook, Insta Ads. Aujourd'hui, pour une DNVB, il y a deux façons de grandir. C'est soit de gagner des nouveaux clients, c'est la première. La deuxième, c'est de les fidéliser. Ça rentre aussi avec le retargeting. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que Facebook, Insta, c'est la même chose, fonctionne très bien. C'est-à-dire que c'est des grosses sociétés parce que des marques comme nous sont prêts aussi à mettre des budgets derrière. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'un coût d'acquisition de clients se calcule. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus cher. Il y a de plus en plus d'acteurs. Il faut voir Facebook comme un endroit publicitaire où il faut payer via enchère pour apparaître sur le fil. Et en gros, aujourd'hui, Facebook est capable d'aller très très loin dans la data pour comprendre à qui notre produit peut correspondre et du coup l'afficher sur ce poste-là. Mais par exemple, je pense qu'on a à peu près les mêmes clients avec Cyril, dans le sens où des gens qui vont faire attention à ce qu'ils mangent, des gens qui vont faire attention à ce qu'ils mettent sur eux, comment ils nettoient leurs vêtements, qui sont orientés zéro déchet, bio. Et on va se battre tous les deux en termes de budget pour savoir qui c'est qui va venir mettre la pub pour éventuellement gagner un client pour ensuite derrière le fidéliser. Donc faut bien comprendre que ça fonctionne comme ça, que les réseaux sociaux sont d'abord des endroits de plaisir pour le particulier, mais c'est aussi des endroits professionnels pour des marques comme les nôtres. Et le danger derrière aussi, c'est qu'à dépendre trop de ça, dès que Facebook, dès que Google change un peu les algos, ça change un peu toute notre manière de fonctionner. Donc c'est ce qui s'est passé il y a 6 mois par exemple, et du coup tout le monde est en train de réviser un petit peu sa manière de faire. Donc le risque aussi des DNVB, c'est d'être trop dépendant du e-commerce et trop dépendant du coût d'acquisition et du retargeting. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit point là-dessus. Sur la partie du coup agilité, on s'en est parlé, du coup on est des petites marques, on connaît parfaitement notre processus de production, on connaît très bien nos clients, donc en fait on peut ajuster très rapidement à la fois les coms, les productions, etc. Donc ça c'est vraiment une de nos grandes forces par rapport à des grands groupes notamment. Incarné, on s'en est parlé. Oui. Le Instagram Ads et Facebook Ads, je me demande, est-ce que c'est mieux d'être à l'interne ou à l'externe? Est-ce qu'il faut devenir des pros de ads ou non? C'est marrant parce que c'est vraiment une question que nous on se pose en ce moment. Est-ce qu'on internalise ou est-ce qu'on externalise? L'algorithme change tous les jours. Donc aujourd'hui il y a des personnes qui passent leur temps à essayer de comprendre l'algorithme. Le problème, ça reste vraiment mon opinion personnelle. Le problème, c'est que quand on est en interne, on voit qu'une marque. Donc on n'a pas une vraie vision de ce qui se passe sur l'algo. Quand on travaille en agence ou qu'on travaille avec des freelances qui travaillent pour plusieurs marques, ils sont capables de dire « Ok, il y a une baisse en octobre, mais est-ce que c'est global ou est-ce que c'est dû à ta marque sur un problématique ou quelque chose que ce soit ?» On reste quand même au cœur de notre sujet quand on s'en occupe, mais c'est juste que c'est vrai que ça demande beaucoup d'implications. Alors ça demande beaucoup d'implications. Les personnes qui savent le faire sont très peu nombreuses.
coûte très cher. Donc après, c'est une problématique à réfléchir. Moi, je sais qu'il y a des stades un petit peu où on dit qu'il faut passer à partir de 5-6 millions de chiffre d'affaires sur le e-commerce. C'est intéressant de les mettre en interne. Avant, ça se discute. C'est des points que j'ai eu moi, mais après, c'est peut-être pas forcément ce que disent tout le monde. Nous, on a fait le choix de l'externaliser avec des freelances qui nous sont dédiés, avec qui ça se passe bien, qui nous accompagnent aussi. Le problématique d'être en agence après externalisé, ça veut dire peut-être un peu moins d'implication, un peu moins de motivation que si c'était en interne, forcément. Donc voilà, c'est des vraies problématiques, mais aujourd'hui, je n'ai pas de réponse, et je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse, ça dépend des sujets. Alors, nous, on a une petite partie d'activité comme ça, de freelance, enfin de conseil. Dans tous les cas, que ce soit en interne ou en externe, c'est des recrutements qui sont clés. C'est des gens avec qui on doit co-construire, vraiment, parce que c'est quelque chose qui est au cœur du modèle des NVB, donc on ne peut pas laisser un prestat le faire et pas s'en occuper, ça c'est sûr que c'est pas possible. Et en interne, c'est la même chose, on doit avoir quelqu'un où les dirigeantes de l'entreprise doivent savoir ce qui se passe sur la partie acquisition marketing, parce que c'est clé. Je travaillais chez Greenwiz avant, c'était pas une DNVB, mais c'était quand même un modèle e-commerce. L'acquisition marketing, c'est dans les 3 trucs les plus importants de la boîte. Enfin, si on couple l'entrée de trafic qualifié sur le site, on ferme le robinet. Hein. Donc c'est vraiment hyper important. Ouais. Il faut voir ça comme un magasin. C'est vraiment comme si on fait comme un retail. Hein. Si t'as personne qui rentre dans ta boutique, il y a peu de chances que tu vendes. Et après, si t'as que des gens qui sont pas intéressés par tes produits, mais qui rentrent quand même dans ta boutique, il n'y a pas forcément d'intérêt. Donc aller chercher du trafic ultra qualifié pour faire monter son taux de conversion et générer du client qui peut potentiellement derrière fonctionner en bouche à oreille. Enfin voilà, c'est des cercles vertueux derrière. Mais ce qui est plus dur au départ, c'est acquérir le client. Et donc avant de passer sur la deuxième partie, sur comment est-ce que on transfère ce succès en ligne en magasin, parce qu'on est quand même dans un réseau très axé retail. Un petit point sur Shopify, c'est la plateforme web de pas mal de DNVB. C'est la vôtre, si je ne me trompe pas. On a parlé tout à l'heure de scalabilité. Du coup, ça veut dire qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas développer une plateforme web pour soi. Hein, déjà, de manière générale, n'essayez jamais de faire ça. Et en plus, on doit chercher en tant que DNVB des choses qui sont scalables. Shopify, c'est une plateforme web qui est scalable et qui est fait pour la croissance, qui est fait pour être très bien connecté à Facebook Ads, Instagram Ads, pour avoir cette logique marketing pensée vraiment par concept dans la plateforme. Donc voilà, c'est pour ça que c'est souvent choisi. Il n'y a pas que ça, mais c'est souvent choisi. Un autre point de scalabilité qui est très important, c'est la logistique D2C. Soit on s'en sort très bien et on arrive à envoyer 1000 colis par jour, et voilà, mais en général, envoyer 1000 colis par jour, c'est un vrai problème opérationnel. Et avoir un partenaire qui sait le faire, c'est bien. Voilà, ça permet d'éviter de se concentrer sur ce qui est clé. Et voilà, je sais pas ce que vous avez comme expérience. Juste là-dessus, moi j'ai une anecdote. On fait la campagne Ulule, on vend 1500 déodorants. Donc ça faisait à peu près 800 colis, une moyenne de 1,5 à peu près déodorants. Donc avec Marion, on se retrouve avec 800 colis à faire. Donc on fait les 800 colis. Donc nous, on avait un produit qui casse et qui fond, et on envoyait en juillet. Donc c'était un peu galère. C'était il y a 2 ans, gros moment de canicule. Et on a envoyé 1500 déodorants. Je pense que sur les 1500, il y en a 1000 qui sont arrivés cassés. 1000 qui sont arrivés cassés parce qu'on pensait qu'on savait faire de la logistique. Parce qu'on s'est dit, mettre 2 déodorants dans un colis, c'est pas si simple. Enfin, c'est pas si compliqué. Ça a été compliqué. Il s'est avéré qu'on a quand même continué de le faire tout seul. Mais on a progressé au fur et à mesure. Aujourd'hui, on le fait tout seul. On est capable d'envoyer 200, 300 colis jour. Mais ça veut dire le faire en interne, avoir les locaux, etc. Aujourd'hui, ce qui est quand même préconisé, c'est de le faire en externe, parce que ça coûte aussi pas plus cher, parce que les gros faiseurs ont des coûts de livraison moins chers que nous. Donc ça le fait. Nous, comme on est sur un système de consigne sur nos bocaux, on ne peut pas forcément l'externaliser. Donc c'était l'intérêt. Mais du coup, oui, c'était une période assez marrante. Mais par contre, c'est avéré que tous ceux qui ont c'est arrivé cassé, le fait qu'on ait un SAV qui soit génial derrière, sont la plupart encore clients chez nous. Et c'est ça aussi le modèle D2C, c'est que c'est des gens qui sont prêts un petit peu à une plus petite, à une moins grande exigence, mais par contre qui derrière demandent de la qualité sur le produit, quoi. Voilà un petit peu. En fait, on a des consommateurs qui sont très engagés derrière la marque, au-delà d'engagement derrière le produit, mais vraiment derrière la marque. Donc en fait, c'est les premiers à nous dire je suis désolé, mais en fait il y a ça, il y a ce problème-là, il y a ce problème-là, et en fait ils s'attendent à ce qu'on leur réponde très rapidement. Et tu peux t'en parler, hein. C'est vraiment la partie SAV et community management, c'est vraiment des sujets qui sont clés aussi, parce que c'est ça qui fait notre force, c'est notre réactivité et notre agilité. Alors nous, pour le coup, en logistique, on est en externe.
Et effectivement, on l'a fait parce que c'était pas viable. On a commencé comme toi à envoyer nos cartons et en fait assez rapidement c'était plus possible. Et c'est pour ça que nous on a choisi d'externaliser parce que c'est un vrai métier qu'on ne maîtrisait pas. C'est surtout un poste de coût parce que ça prend beaucoup de temps. Donc c'était aussi un des sujets. Et nous, ce qui nous a fait aussi changer, c'est ça permet aussi, eux, ils ont des envois qui sont massifiés avec plusieurs marques. Donc ça permet aussi d'avoir des prix qui sont intéressants et qu'on n'aurait pas pu avoir au démarrage du lancement de la marque. Et donc maintenant qu'on voit le succès que peuvent avoir ces marques en direct, la question c'est pourquoi et comment êtes-vous devenus des ONVB, donc omnicanal, et quel est l'intérêt pour les magasins à travailler avec une ex-DNVB devenue ONVB, ouais. En quoi est-ce que c'est un relais de croissance pour un magasin d'intégrer ce genre de produits dans ses gammes? Bah, pour répondre, ça rejoint un peu la question tout à l'heure. Au départ, quand on réfléchit à son business model de départ, il faut réfléchir tout de suite, est-ce que je reste e-commerce ou est-ce que je sais que je vais aller dans le retail? Donc il faut mettre son prix par rapport à ça. Il faut aussi se positionner par rapport aux autres, etc. Nous, l'intérêt du retail était assez fort dès le départ. On y est allé, c'était vraiment notre leitmotiv pour y aller. On voulait y aller. Donc nous, aujourd'hui, on est présent dans les épiceries vrac et les magasins bio. Et on peut se poser la question de, est-ce que ça vient pas un peu contre le e-commerce? C'est-à-dire, moi, la personne peut acheter sur votre e-commerce, elle l'achète soit au même prix, soit un peu moins cher. Moi, je suis dans mon magasin, j'ai moins de marge, etc. Oui et non. Dans le sens où la plupart de nos clients, souvent, achètent des fois sur le e-commerce, mais après, vont aller racheter dans le magasin le plus proche. Inversement, la personne, elle déménage, elle trouve pas de magasin le plus proche, mais elle achète dans son magasin, va acheter sur le e-commerce. Donc le multicanal aujourd'hui est clé. Et nous, ce qu'on dit vraiment au magasin, c'est qu'on leur apporte énormément de valeur. Pourquoi? Parce que quand la personne, elle arrive dans la boutique, elle a jamais vu Endro, mais par contre, elle a vu 2 fois Endro ou 3 fois sur Facebook passer, sur Instagram, elle a lu le site, elle a compris la marque, et directement a fait « Ah, Endro, vous êtes contents, ils sont là », elle dit directement ça à la boutique. Donc la boutique, elle est super contente à ce moment-là d'avoir la gamme. Donc il y a un vrai apport de valeur à ce moment-là. Et aujourd'hui, je pense que les magasins bio et les épiceries vrac ont très bien compris, je parle notamment pour mon secteur, ont très bien compris ça, parce que ils sont fervents de communication. Ils sont fervents de communication, et sur notre site internet, ce qu'on voit quasiment en plus, c'est nos points de vente. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on ne cache pas nos points de vente, et on veut amener les personnes qui viennent sur notre site en point de vente, parce qu'en point de vente, il y a les testeurs, en point de vente, il y a le conseil, en point de vente, il y a tout le côté local aussi. Donc ça, c'est pour nous, on a une stratégie multicanal, mais l'idée, c'est d'acheter sur notre site une première fois pour aller acheter ensuite en point de vente. Effectivement, moi je suis aussi intimement convaincu que c'est des parcours qui sont très complémentaires parce que alors soit ça mixe, c'est des clients qui mixent entre les deux, soit il y a nous on voit qu'on a des purs acheteurs digitaux, mais on a aussi dans notre base de prospects, on va dire, qui sont dans notre communauté ou dans nos bases mail. Très souvent, on se rend compte qu'ils ont l'envie d'acheter le produit, mais qui ne souhaitent pas acheter en e-commerce. Il y a encore beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là. Et qui nous demandent fréquemment de pouvoir qu'ils puissent nous retrouver en boutique. Donc c'est hyper complémentaire. Nous on a à peu près 400 points de vente aujourd'hui. Il n'y a pas de cannibalisation, il n'y a pas de gêne là-dessus. C'est une typologie de clients qui est très différente et qui permet vraiment d'être disponible pour le plus grand nombre. Et c'est vraiment un truc qui nous anime nous chez les petits bidons, c'est de pouvoir vraiment rendre le produit accessible facilement. Ça, c'est le premier point. Et l'autre point aussi, qui est un point qui est un peu plus conjoncturel, c'est-à-dire que même nous, aujourd'hui, on est des marques qui ont commencé en étant purement sur le digital. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Et là, on a pu vivre du coup la crise Covid il y a quelques mois. En fait, on était un peu du bon côté de la barrière, c'est-à-dire qu'en fait, on a pu continuer notre activité. On avait une plateforme en ligne où on pouvait vendre nos produits, etc. Et on a réussi à survivre ce moment-là parce qu'on avait la partie digitale. Demain, on n'est pas à l'abri qu'en fait, on ait des soucis sur la partie digitale parce que les GAFA, les procès, les changements des algorithmes, etc. Et c'est aussi une façon de sécuriser, nous, notre business, que d'avoir une approche multicanal sur la partie vente et distribution. Donc c'est aussi un truc qui est important et qui permet de sécuriser un peu
la pérennité de ces marques-là, parce qu'on reste des petites boîtes où du coup c'est pas tous les jours simple. Ouais, pas mettre ses œufs dans le même panier, mais ça marche pour tout, hein. Vraiment c'est l'idée. Après, il y a un point de vigilance par contre, et nous on s'en est rendu compte. Imaginons on a lancé hier des coffrets e-commerce pour Noël. Donc on fait moins 15% à peu près sur le site avec ces coffrets e-commerce. Si vous ne faites pas la même offre à vos magasins, vous êtes sûr que derrière vous avez un branle-bas de combat à gérer parce que c'est logique. Les personnes qui vous suivent sur Instagram achètent dans une boutique et se disent moi le coffret je peux l'avoir à moins 15% e-commerce avec livraison offerte. Dans ce cas-là je vais passer sur les e-commerce. Donc si vous choisissez de faire cette stratégie magasin e-commerce, soyez équitable entre les deux circuits de distribution, je pense. Justement, c'est intéressant ça. Comment vous faites coïncider vos offres sur votre site e-commerce et ensuite auprès de vos clients, vos clients donc en B2B? Comment vous faites coïncider les offres, les prix, les événements, etc. Alors, on essaie déjà d'avoir les mêmes prix de vente conseillés que notre site. Donc ça, c'est le départ. Et si on fait moins 15% sur notre site, on fait moins 15% sur les coffrets au pro. Et donc après, on prend en charge la réduction. Donc c'est comme ça que nous, on fait. On a testé plusieurs choses sur des lancements de produits. Et la première chose, c'était prévenir les pros avant de lancer le produit sur le e-commerce. Parce que les pros ont horreur de découvrir un nouveau produit d'une marque qu'ils aiment bien via les réseaux sociaux. Ils veulent être un petit peu privilégiés, entre guillemets, ce qui est normal. On a fait l'inverse aussi, on a lancé directement en e-commerce parce qu'à ce moment-là, on voulait privilégier le e-commerce sur ce produit-là et on a libéré chez les pros un mois après. Ça veut dire que ça crée de la demande chez le pro aussi. Pour nous, c'est assez intéressant au niveau commercial que la nouveauté soit demandée plutôt par les clients finaux que ce soit nous directement qui aille demander. Donc voilà, on essaie de gérer cette relation un peu entre les deux. Je pense qu'il faut que ça soit gagnant-gagnant. Si c'est gagnant-gagnant et qu'on arrive à leur rapporter des clients, ils peuvent comprendre qu'il peut y avoir quelques différences sur le e-commerce. Si c'est des pros mais ils passent tout le temps en second, pour moi sur le long terme c'est un peu compliqué. J'ai envie de vous entendre sur les communications que vous faites dans les boutiques. Est-ce que vous envoyez un représentant? Est-ce que vous passez par des infolettes, par exemple, pour informer et que les vendeurs sur place soient en mesure de bien vendre la marque? Alors oui, nous, on a une équipe qui, du coup, à la fois par mail, discute directement avec de différents clients B2B. Et après, du coup, on essaye de passer au maximum en magasin. Alors, pas sur tous les points de vente, mais sur les plus gros points de vente. Soit pour les former quand il y a des innovations de produits ou pour reformer les vendeurs, soit pour animer aussi le magasin. Pour du coup aussi dynamiser cette partie-là. C'est aussi le pendant que lorsqu'on a des activations commerciales sur le site, c'est aussi des trucs qu'on peut aller faire en magasin pour dynamiser et accélérer les ventes et les rotations. À titre perso, nous on a beaucoup de mal là-dessus. On a 8 commerciaux en interne, 9 avec moi, mais ils sont tous au téléphone. Ils sont tous au téléphone parce qu'au début, quand tu as une DNVB, que tu n'as que 5, 6, 7 produits, que tu as des magasins qui ont 50 km d'écart entre chaque magasin, c'est hyper dur d'être présent sur le terrain. Des marques comme l'Amazona, comme avant, se sont développées, ont gagné beaucoup de points de vente et ils ont mis du monde sur le terrain au fur et à mesure, après. Nous aujourd'hui c'est une bonne question, hein. C'est un dilemme parce qu'un commercial sur le terrain ça coûte cher. On en appelle moins par jour que quand on est au téléphone et qu'on peut avoir. On est moins disponible aussi au téléphone pour les points de vente. Donc aujourd'hui nous, quelqu'un au téléphone peut gérer à peu près 300 points de vente tout seul. Et s'il en appelle 5 par jour, en 2 mois il a tout le monde au téléphone. Les gens avec le Covid se sont aussi habitués à fonctionner à distance. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut tester notre produit, on envoie un échantillon, il teste et puis après il fait son retour. Donc il y a une évolution aussi, on n'est plus dans le commercial qui passe tous les 15 jours voir le point de vente. Pour moi, ce modèle de retail a tendance à évoluer avec nos marques et aussi les magasins sont un peu plus... Voilà, ils sont moins compliqués avec nous dans le sens où ils savent qu'on est petit, qu'on peut pas forcément mettre du monde partout sur le terrain. Donc ils sont... Ouais, ils acceptent plus facilement les visios alors qu'ils vont être exigeants sur le passage de grosses marques en point de vente. Donc c'est aussi un truc qui nous facilite la vie pour le coup. Vous avez des personnes qui font que du phoning, c'est ça?
Alors sur les 8 commerciaux, donc c'est spécialisé par secteur. Et ils font à peu près 90% de phoning, ouais. Et à peu près 10% de terrain. Donc on fait tous les 3 mois ou tous les 2 ou 3 mois, on fait une tournée terrain. C'est-à-dire qu'on l'a fait par exemple, on va à Lille, on va tous à Lille, et puis on va faire tous les magasins qu'on a à Lille tous ensemble. Ça permet de créer une dynamique. C'est pas facile d'être tout seul sur le terrain quand t'es commercial aussi, hein, avec ta voiture, voir tes points de vente, etc. C'est pas facile. Être en équipe, ça permet aussi de se motiver. Une équipe de commercial, c'est un peu comme une équipe de foot. Il y a des individualités, mais il faut fonctionner ensemble. Enfin, moi, je le vois comme ça. Et c'est vrai que cette manière de fonctionner là est intéressante, mais par contre, tout se base sur le recrutement. Que la personne comprenne vraiment bien qu'il y ait 90% de phoning. Et après, nous, nos commerciaux passent une journée ou 2 par mois, soit en production, soit en logistique, soit en communication aussi, pour garder le lien au sein de la société. Et pour que ça facilite aussi, quand on parle d'un produit et qu'on l'a fabriqué le matin, c'est un peu plus facile. Et je vais donner notre petit point de vue. Nous, on est donc metteur en marché de marques innovantes, donc on met en marché des DNVB. La synergie qui est super forte, c'est qu'en fait, quand on vend une marque en magasin, ce qu'on vend, c'est pas des produits dont les gens ont besoin. Le but, c'est de vendre une envie d'acheter. Donc en gros, on a une marque que les gens ont déjà envie d'acheter, on va la poser en magasin, forcément ça va se vendre, ça va fonctionner, et ça va créer cette connivence entre le magasin et les consos, qui vont dire « Ah, vous aussi, vous avez pris ça, vous avez pris ça ». Et ça, ce petit lien-là, c'est exactement ce qui fait un réseau spécialisé. C'est-à-dire que le magasin est compris et vu par le conso comme un connaisseur, lui aussi, une connaisseuse, et quelqu'un qui va être capable d'apporter des bonnes choses. Et comme ils vont se rejoindre sur une marque, ah, vous avez pris les petits bidons, vous avez pris Endro, sur les autres marques qui sont là et que le conso connaît pas, il va aussi avoir une meilleure approche, une meilleure perception du sourcing et la qualité de sourcing du magasin. Donc voilà, pour nous il y a énormément de synergie, et notamment le fait que ces marques, elles arrivent pas seulement avec des produits, elles arrivent avec une désirabilité de leur gamme, et ça c'est exactement ce dont le magasin a besoin finalement, c'est d'avoir des produits désirables. Ouais, pour compléter ce que tu disais, c'est qu'effectivement, il y a de la désirabilité, il y a de la notoriété finalement, malgré la petite taille des marques qu'on peut avoir. Et il y a du coup aussi c'est un vrai drive to store en fait. C'est-à-dire que nous, on se rend compte de façon très précise que lorsqu'on annonce qu'on a un nouveau magasin qui propose nos produits, ou quand on va en magasin et qu'on prend en story ou autre, justement la parole en disant on est là, on vient de rencontrer le gestionnaire du magasin ou autre, en fait directement ça va débloquer 2, 3, 4, alors ça dépend de la taille des villes, mais il y a vraiment du coup un trafic direct qui se crée vers ce point de vente là, parce que la personne veut retrouver la marque, ou parce qu'en fait elle connaît la marque, elle a confiance, c'est près de chez lui, du coup elle se dit s'il a référencé cette marque que j'aime bien, ça doit sûrement être bien sur les deux types de sourcing de marque, et du coup ça crée une dynamique hyper positive. Et puis il faut aussi bien remettre dans le contexte, les magasins ne nous prennent pas parce que on est petit, parce qu'ils veulent nous faire plaisir, etc. Non, on leur rapporte aussi de l'argent derrière, il y a des belles marges, il y a des belles rotations, comme il y a ce multicanal, donc tout le monde est gagnant dans ce point-là. Donc c'est ça qu'il faut vraiment bien mettre en avant auprès des magasins, c'est qu'il y a un apport de valeur multiple, que ça, les réseaux sociaux, le site internet qui ramène dans le point de vente, le trafic, la marge, et aussi la vision client qu'a le magasin. Ah ouais, c'est pas un magasin has-been qui a que les anciennes marques entre guillemets, mais ils font aussi l'effort d'aller sourcer des nouveautés qu'on voit sur Facebook. Merci. Je vais vous laisser pour la session questions-réponses. Donc nous, notre stand c'est L41, je peux partir. Il y aura Endro et les petits bidons et plein d'autres marques, mais voilà. Si vous avez des questions pour Cyril et Boris, continuez. J'avais juste une petite question. Maintenant que vous êtes présent en ligne, vous avez des grosses communautés et que vous êtes présent dans les magasins, est-ce que vous investissez moins sur les réseaux sociaux ? Non. Non. Pas du tout. Encore plus parce que, en fait, la communauté, en fait, tu l'as, mais ta vocation à continuer à la faire grandir. Et aujourd'hui, ça marche un peu par cercle concentrique, c'est-à-dire qu'au démarrage, tu as ceux qui veulent des innovations pures, ou tu es ce qu'on appelle des early adopters qui vont chercher le produit, et après, il faut continuer à élargir
ta cible pour aller chercher un peu plus loin et qui n'est pas la cible la plus simple à trouver, donc, que ce soit en client ou que ce soit même dans ta communauté. Et ça demande plus d'investissement, ça demande d'être encore plus carré en termes de com, d'être encore plus aiguisé en termes de stratégie de communication et de positionnement de marque, parce que du coup tu dois réussir à te dire comment j'arrive à intéresser des gens qui à la base ont pas cette problématique en tête, ou qui ne se disent pas ah tiens, le zéro déchet, j'ai envie de changer pour ça, ou qui sont pas au courant de ce qu'il peut y avoir dans une lessive classique et qui ils vivent très bien comme ça. C'est comment tu arrives du coup à passer ce cap-là, et du coup ça demande encore des investissements, et c'est toujours plus. Et il y a des logiques de légitimité, c'est-à-dire qu'une marque qui a 100 000 personnes sur Instagram, tu vas beaucoup plus faire confiance rapidement. On se rend peut-être pas compte, mais les publications Facebook sponsorisées, quand il y a 5 000 commentaires et 15 000 j'aime, on va tout de suite être un petit peu plus attentif. C'est pour ça que quand on met qu'on avait une créative qui marche bien, on l'a fait tourner pendant un an et demi pour gagner du commentaire et gagner en légitimité au fur et à mesure sur cette créative-là. Et que les gens derrière qu'on retarget, donc c'est-à-dire qu'ils ont déjà utilisé le produit, ils viennent commenter, oui j'ai le produit c'est super, j'ai celui-là c'est super, j'ai laissé un avis c'est super, celui-là non moyen. Alors, ça on évite, mais voilà. En gros c'est comme ça aussi qu'on essaie de gagner avec la légitimité. Et puis après, il faut savoir que quand tu es en magasin, alors nous on le fait pas du tout, mais on a peu d'investissement, ce qu'on appelle offline, donc que ce soit télé, métro, bus ou autre. Et pourtant, il faut que tu arrives à te faire connaître par les clients qui vont aller dans ce point de vente-là. Et du coup, ça te demande aussi d'investir plus fortement sur la partie digitale, pour compenser aussi ce manque de notoriété que tu vas retrouver en magasin, par rapport à des gens que tu as pu cibler directement, qui sont dans ta communauté, et qui sont plus susceptibles d'être des prospects chauds pour acheter directement sur ton site. Ça répond à la question. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ça vous paraît assez clair sur ce qu'est une DNVB, sur nos modèles de fonctionnement? On peut inviter tout le monde à nous suivre sur les réseaux sociaux. On sera à plus 20 déjà. Plus 20, c'est une bonne journée c'est déjà. Jamais, ouais. Merci de votre attention. Voilà, on prétend pas non plus avoir toutes les réponses, et ça reste notre vision, notre façon de faire, notre vision. On est baigné nous là-dedans, donc peut-être qu'on n'a pas assez de recul aussi pour savoir comment ça va se développer dans les prochaines années. Ce qu'il faut retenir, je pense, des DNVB, c'est que l'idée c'est d'aller droit en fait au consommateur et d'être scalable, donc c'est-à-dire que de pouvoir augmenter en termes de production, en termes de logistique, en termes de e-commerce, en termes de magasins assez rapidement s'il y a le besoin. Voilà, en gros c'est. Et d'un point de vue plus, je trouve, macro, c'est aussi des boîtes dont la vocation est de faire bouger le marché, et ça c'est vraiment important, et c'est un truc qui nous anime, je pense, tous les deux. C'est de se dire comment on crée des nouveaux codes en termes de formulation, d'usage, de produits, de com même, pour du coup aussi faire évoluer un marché qui parfois est très dormant depuis des années. Acheter des détergents, il n'y a pas grand chose qui a bougé depuis 30-40 ans. C'est les premiers qui ont fait des pubs qu'on peut avoir encore en tête, et ça a finalement pas tant bougé que ça. Et donc du coup c'est aussi les missions de ces marques-là, c'est comment on devient aussi comment on vient gratter des gros industriels pour que au global ça s'oriente dans la bonne dynamique. Par exemple, si je prends la cosmétique, l'Amazona, cosmétique solide, shampoing solide dès 2013, L'Oréal, l'Occitane et d'autres sont en train de les lancer, sauf qu'ils savent pas faire en termes de... Ils vont réussir à le faire assez rapidement, mais ils sont beaucoup moins agiles. C'est aussi une particularité des DNVB. Et ils vont fabriquer chez eux. Ils vont fabriquer chez les DNVB la plupart du temps, ou alors chez les fabricants des DNVB qui ont déjà acquis ce savoir-faire. Et c'est le cas du shampoing solide. Vous allez en retrouver partout parce que les DNVB ont fait le boulot. Et maintenant, L'Oréal, l'Occitane vont arriver avec leur force de frappe marketing, leur prix un peu moins cher aussi. D'où l'idée d'avoir des communautés très fortes. Parce que si on veut garder ces marchés-là, il faut que les gens suivent plus la gamme, l'histoire, au-delà juste seulement du produit qu'ils pourront retrouver ailleurs, quoi. Et à charge à nous de garder la dynamique d'innovation, comme ça on garde la main. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Bon salon tout le monde, et du coup à très vite.